Partons dans la conférence Est. Il se passe tellement de choses dans ces finales de conférence. 3-0, c'est le score entre le Miami Heat et les Boston Celtics qui avaient l'avantage du terrain. Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est foutu. Hein. Pour les Celtics, il y a beaucoup de choses à dire. Comme dans la conférence Ouest, on va commencer par le positif, puisqu'il y a que de belles choses à raconter sur cette équipe du Heat qui nous régale. On pensait qu'ils seraient courts, on pensait qu'ils n'auraient pas le gaz, on pensait qu'ils étaient en manque de talent, que tout était à l'avantage, à part le coach. Tout était à l'avantage des Celtics. Erwan, franchement, le Heat, c'est plus que surprenant. On n'a jamais vu ça, limite. Ouais, moi, faut qu'on y aille à fond. Hein. Faut qu'on arrête de dire que on l'avait vu, vous les avez critiqués en saison régulière. Oui, on les a critiqués en saison régulière et à juste titre. On les a critiqués après le play-in face à Atlanta à juste titre. Maintenant, ce qu'ils font, c'est un tel reversement de situation, c'est des schizophrènes. C'est une franchise de schizophrènes, on va pas se mentir. Donc voilà, maintenant... hop, il a le fil. Donc voilà, par contre, ce qu'ils font, ils sont vraiment au rendez-vous à l'instant T. Voilà, c'est des mecs qui ont eu 9, 10, 11 de moyenne toute l'année et qui arrivent pendant les épreuves du bac et qu'on mentionne très bien. Ah ouais, clairement 18,5, hein, voilà, y a rien à dire. Hein. Et ça, c'était très... Alors, et dire ça, c'est pas sous-estimer Jimmy Butler. On l'a dit avec plein d'équipes, c'est quand tu fais des saisons moyennes, c'est pas pendant les playoffs que ça clique. Bon, eux, ils ont un coach qui a un vécu énorme, ils ont un joueur qui a un cœur et un leadership fantastique, ils ont aussi un vécu collectif, hein, tout ne tombe pas non plus comme ça au hasard, et puis ça clique, voilà. Je pense qu'un match face aux Bucks où tu gagnes, et puis tu te vois je pense que dans le feeling, ils se sont dit, attends, ces mecs-là, on peut les sortir, et puis à partir du moment où tu sors l'un des grands favoris au titre, derrière, il n'y a plus personne qui peut te faire peur. Et moi, je reviens à cette idée de peur. Je crois qu'aujourd'hui, le Heat de Jimmy Butler et de Spoelstra fait peur, physiquement, tactiquement. Et jouer contre ces mecs-là, aujourd'hui, ça a l'air d'être un vrai calvaire. Et les Celtics sont en train de vivre un calvaire. C'est clair. Nico? Non, ils sont kiffants. Ils sont kiffants. C'est vrai que c'est une équipe que, surtout quand tu vois la blessure de Tyler Hero et Oladipo, tu fais, ils vont quand même couler à un moment donné. Bah non, ils sont de plus en plus forts, limite. Ils sont de plus en plus forts. Jimmy est incroyable. Bam, il est extraordinaire. Même Bam me surprend beaucoup parce que je peux pas trouver qu'il faisait une grosse saison, mais bon, je m'attendais pas à ce mec-là, à ce niveau-là. Il est quand même très, très, très fort. Et puis après, ils ont que des chiens autour, quoi, dans le bon sens du terme. Ils ont que des mecs qui sont pas draftés. Chacun connaît son rôle. Enfin, c'est nickel, quoi. C'est parfait. C'est une équipe qui est un peu hors du commun. Erwan a commencé par ça. J'ai vu quelqu'un dans le commentaire qui disait merci pour le mea culpa, Erwan. Moi, je vous le dis très honnêtement, il n'y a aucun mea culpa à faire pas mea culpa, parce qu'ils sont en train de taper le plafond qu'on imaginait. Mais quand je dis on, c'est tout le monde. Nico, tu as joué contre eux. Alors, je te pose la question, peut-être que tu auras un avis différent d'une autre. Moi, il était hors de question que j'imagine cette équipe aussi forte face à de si fortes équipes, que ce soit les Bucks, voire les Knicks, au vu de ce qu'ils ont montré au premier tour, et maintenant face aux Celtics. Tu as joué contre eux cette saison plusieurs fois. On connaît les aléas qu'ils ont connus. Est-ce que tu imaginais que collectivement, ils puissent dégager cette force? Est-ce qu'il y a aussi une grosse certitude qu'ils battent Chicago au play-in après avoir perdu Atlanta? Bah non. On voyait même Chicago le prendre. Même déjà, ça commence là déjà, parce qu'ils perdent Atlanta, Chicago gagne à Toronto, tout le monde se dit Chicago ils sont chauds, ils vont le faire. Déjà ça part de là. Mais en fait, tu te dis non, mais quand tu vois les choses, limite t'es pas surpris non plus. Parce que c'est la même équipe que l'année dernière. L'année dernière, ils étaient premiers à l'Est, je crois. Ils étaient premiers à l'Est, je crois, l'année dernière. C'est deuxième, ou enfin, un ou deux. Ils font deuxième, il me semble. Attends, je vais regarder. Je vous dis ça tout de suite pour être sûr. Pas le bêtise. Premier à l'Est l'année dernière, 53 victoires. C'était premier à l'Est. Ils sont en troisième de NBA. Avec le même bilan que les Warriors, pour te dire. Et ils sont au match 7, à un tir d'être en finale NBA. Donc, c'est pas non plus hyper surprenant parce que l'équipe, c'est la même. C'est exactement la même au jour près. Ils ont perdu PJ Tucker seulement. Et Tyler Hero. Mais c'est le même groupe. Et Tyler Hero. Il jouait l'année dernière, Tyler Hero. Il a joué, toi blessé. Mais c'est le même groupe, c'est le même état d'esprit, c'est le même groupe. C'est un peu comme Denver. Denver, c'est la même équipe. Ils ont ajouté une ou deux pièces, mais c'est le même corps. Et surtout qu'ils sont en chien parce que ils sont carottes. Le fameux truc de Max Strus, ligne de fond, est-ce qu'il est d'or, est-ce qu'il est pas d'or, le talon est d'or ou pas d'or. Ils se sont fait un peu carotte là-dessus. Et le tir de Jimmy, donc pour eux, ils sont censés être une bonne équipe. Donc mentalement, ils sont déjà dedans. Ils sont pas 8e. Ils sont une équipe qui s'attendait à être à ce moment-là prêts et ils le sont. En fait, c'est une équipe qui a déjà été championne, limite. Tu vois, c'est ça. Non, mais Nico, t'as raison. Mais moi, il y a un match de play-in. Ils se font peur, les mecs. Ils jouent Atlanta. Ils sont catastrophiques. À domicile, hein. À domicile. Ils sont catastrophiques. Donc les mecs, je peux pas me dire qu'ils ont attaqué ce match-là. C'est pour ça que le switch, pour moi, t'arrives en play-in, tu détruis Atlanta et donc du coup, t'aurais joué
Boston au premier tour, et finalement Boston serait fait sortir au premier tour. Bon, ça, on sait jamais. Tu sais, les six comme ça, il y a 2 semaines, c'est pas la même équipe pour moi. Ils sont beaucoup plus forts qu'il y a 2 semaines. Certes, mais il n'empêche que, bref, ça c'est dans la narrative qu'on veut se raconter. Bien sûr. Mais même quand ils sortent du play-in, qu'ils jouent Chicago, je me dis, ah, mais à tout moment ils se font sortir, ça m'aurait même pas surpris. Et ça aurait surpris pas grand monde au final. On aurait dit, bon, saison 100 pour Miami, allez, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, sur quoi? C'était pas une bonne année. Mais en fait, et les mecs, 3 semaines plus tard, ou allez, 1 mois et demi plus tard, on est là à se dire, ils peuvent être champions. Moi, je suis désolé, ça fait 25 ans que je suis l'NBA, j'ai aucun exemple d'un revirement de situation comme ça. Même un 8e, les Knicks en 99 qui est en finale face aux Spurs, c'est pas ça pour moi. C'est pas ça. Là, c'est encore pire. C'est encore pire. Tu perds ton premier match de play-in à domicile. Ça n'a aucun sens. Il y a Filet Mignon dans le chat qui nous dit Thomas Erwan, c'est là que vous vous trompez. Et Expolstra n'allait pas se faire sortir 2 fois de suite par un coach rookie. Il a de l'orgueil et c'est un coach all-time. Ça, je pense qu'on n'a aucun doute là-dessus. Je ne vais pas passer les 6 contre Philly pour la même raison, mais Philly n'a pas de coach. Miami, si, le facteur coach, vous l'avez négligé. Alors, je ne crois pas, moi, très honnêtement. Personne n'a négligé. Moi, je ne néglige jamais le facteur coach. En revanche, et c'est ma théorie de base, c'est que l'équipe qui a les meilleurs joueurs, donc le plus de talent, et encore plus en NBA, où quelque part le coaching est plus limité que ce qu'on peut voir par exemple en Euroleague, passe. Voilà. Moi, c'est à la fois une performance extraordinaire du Heat et à la fois une contre-performance extraordinaire, tout aussi extraordinaire des Celtics. Voilà comment je le vois, mais on est tous les premiers à dire que Erik Spoelstra, qui n'a pas gagné le coach de l'année, c'est une hérésie. C'est un coach extraordinaire qu'on connaît depuis tant d'années, on connaît ses qualités et son rapport aux joueurs, sa relation avec les joueurs, fait partie des meilleurs qu'on peut trouver dans toute la NBA. D'accord avec ça, Nico ? Totalement. C'est déjà, c'est qu'un coach qui est 15 ans sur un banc, ça monte le niveau de la même équipe. Ça monte le niveau et puis non, il impose son discours et les gens le suivent, les gens l'écoutent, les gens le suivent. Tu sais qu'il a fait 7 finales de conférence en 15 ans quand même. Donc le mec, il est apprécié, il est écouté et après il a su gérer Jimmy Butler, même si Jimmy le fait tout seul. Le mec, comme il l'a mis dans une position pour être dans une autre stratosphère en play-off, et il met confiance à tous ces gars à côté. Il y a même mon gars Cody Zeller. Mais oui, Kevin Love et Cody Zeller. C'est mon gars. Cody Zeller qui est le plus haut drafté de l'équipe du Heat. Ouais, quatrième, c'est une stat qui est incroyable. Ouais. C'est le 4, il est drafté 4. Avec Oladipo du coup. 4. Ouais, voilà. Ouais. Oladipo, je crois qu'il est 3. Ouais. Mais oh, 4. Non, mais après. Ça, cette stat, elle est folle. Donc, bref, ok, il y a eu un. Oui, bref. Il y avait un vrai switch. Allons sur le basket. Ce que proposent ces mecs-là, moi, le pace de cette équipe-là, le pace du banc, qui arrive à être encore plus rapide que les titulaires, ce qu'amène Kylori. Moi, j'ai envie qu'on aille sur Bam Adebayo. Bam Adebayo, c'est un super joueur, très polyvalent, mais souvent, jusqu'à maintenant, dans la bulle, il avait été exceptionnel. On se souvient qu'en finale, il avait été blessé. Mais souvent, sa polyvalence, pour moi, elle lui déjouait parce que... Elle lui desservait parce qu'elle est un petit peu sous-dimensionné. Du coup, tu fais tout, mais t'as pas de spécialité. J'ai l'impression que sur ces playoffs-là, on a enfin un Adebayo où justement cette polyvalence-là casse les couilles à tout le monde. Et ça a été le cas face à la défense des Bucks. Ça a été le cas face aux Knicks. Et c'est surtout encore plus le cas face à Boston. Je trouve que ce que fait Adebayo... Souvent, on disait, ouais, c'est l'intérieur qui a le meilleur dribble, mais ça, on avait du mal à le voir dans de l'efficacité avec ce. Là, moi, j'espère qu'il y en a un qui regarde l'agressivité que met Adebayo sur Horford. J'espère qu'il y a un mec qui est en vacances et qui, peut-être, jouera un jour en équipe de France. J'espère qu'il regarde bien ce que fait Adebayo sur Horford, dans l'agressivité. À côté de ça, Erwan, sur son dernier match, donc le 128-102, là, qu'on a tous vu sur le match 3, Adebayo, il est en 26 minutes de temps de jeu, donc c'est pas énorme. Plus 30 de plus-manus, ça c'est énorme. Mais il est seulement à 13 points, mais surtout à 4 sur 5 au tir. Il prend que 5 tirs dans le match. Elle est folle cette stat, alors qu'on a tous l'impression, c'était plutôt les matchs à Boston, qu'il est suragressif, que dans le mid-range il est incroyable et que personne ne peut le défendre. Bon, il est peut-être aussi lui arrivé à maturité. On rappelle Adebayo est arrivé à mener. Mais il a une activité. Il a une activité en attaque, tu vois. Il prend la balle, il monte, il fait les écrans, il y a swing, il reverse la balle, il fait les écrans de l'autre côté, il fait machin. Il est dur à suivre. Il met une activité, un mouvement d'enjeu, une fluidité d'enjeu parce qu'il y a beaucoup de shooters. Et en fait, c'est un playmaker, des fois même sans ballon. Il fait énormément d'actions pour eux. Il est extraordinaire sur sa série. Il est incroyable et c'est vrai que l'action, le spin là, sur Jaylen Brown, ça c'est des actions. S'ils vont au bout, on va s'en souvenir longtemps. Parce que Jaylen Brown, un aussi fort défenseur, qui tombe comme ça, il se fait avoir, mais complet par un pivot, ça reste un pivot. Ça, c'est des actions qu'on voit très peu souvent. Après, l'image aussi, et ce qui montre que cette équipe-là va bien, c'est par exemple ressortir Duncan Robinson du bois.
Et le mec va mettre 17. On va revenir quand même Il a mis 22 points, Erwan. Ouais, 22 points. On va revenir quand même sur ce qu'a fait Duncan Robinson parce qu'il y a des gens, il y a des criminels en face, hein, comme tu aimes bien dire. Maintenant. Doc Rivers n'est plus en playoff. Ça prouve aussi que le discours au sein du vestiaire du Heat, le langage commun, l'objectif commun, tout le monde adhère. C'est-à-dire que tu peux ne pas jouer, être moins concerné. Tu rentres, on te file 2 minutes, 10 minutes. Tu joues pas pendant 4 matchs, tu rentres un match. Tout le monde est dans la même attitude, parle le même langage. Et ça, par rapport aux Celtics, c'est tellement criant. Il y a une différence énorme entre des mecs qui sont tous alignés et d'autres où tout le monde part en couille et chacun fait ce qu'il veut d'un côté. C'est que la différence de langage collectif, tu veux dire, l'expression collective entre les équipes, en même temps, il y a 3-0. Mais on a moins cette impression de différence avec les Lakers, qui font leur match, ils sont battus par le plus fort, mais dans les matchs forceps, là, la différence, elle est terrible. C'est pour ça que le score est le même. Pour moi, j'en veux beaucoup moins aux Lakers, qui, pour moi, je compte plus fort, que les Celtics, qui est dans l'attitude. Il y a une action à un moment donné sur un tir en transi de Mark Strus, de Strus, à 16-21, début du match. Il y a une contre-attaque, il y a une passe un peu longue et Caleb Martin, il va s'arracher et puis boum, il va trouver Bam Adebayo qui arrive à s'arracher aussi et là il arrive à mettre une passe à Max Strus qui arrive en transition. La vlan. Et là boum, Max Strus il met ficelle et là t'as Jalen Brown. Bon, avant d'aller défoncer les Celtics. Vas-y, mais avant de défoncer les Celtics. Là t'as 5 hits qui se projettent vers l'avant. Et même si les 2 passes sont mal à sauver, t'as des solutions parce que les mecs sont en l'air à sauver des ballons qui vont sortir, ils trouvent des mecs. Et derrière, tu trouves des tirs ouverts, et derrière, tu as d'autres mecs qui marchent. Et ça m'a. C'était premier carton, je fais, ah ouais, mais en fait, alors que l'entame des Celtics, elle est pas dégueulasse. Comment j'ai 4 d'ailleurs, hein. Mais d'un coup, je me dis, ah ouais, mais si sur un match où t'es mené 2-0, tu dois gagner extérieur, tu fais ça, bon, bah là, mon pauvre, t'es pas sorti de la merde. Bon, avant de défoncer les Celtics, parce qu'on, bien sûr, on est là pour ça, hein, bien sûr, on va quand même shout-out à tous les joueurs undrafted de cette équipe. Ils sont 7, mais ils sont 4 à avoir du temps de jeu. Tu as commencé à parler de Duncan Robinson, donc 22 points. Gabe Vincent, qui est l'homme du match, il finit à 29. C'était Kyrie Irving hier, hein, voilà, tout simplement. Une adresse extraordinaire. Il a été magnifique de confiance. D'ailleurs, on l'a vu après sur le plateau de TNT avec Barclay, avec Shaq et tout. C'était un moment très savoureux avec Kenny Smith aussi. Je rajoute à ça, bien sûr, Max Strus qui met 10 points et plus 20 plus minus. Et on ajoute à ça, le dernier, c'est Caleb Martin qui est clairement le meilleur joueur de l'équipe après Jimmy Butler. Hein. Nico, ça, c'est des trucs. Caleb, c'est moi. Je suis content pour lui. C'est ton gars, ça. Les frères Martin, c'est tes gars, ça. Grave. Les frères, les frangins, c'était mes petits. Mais non, mais Caleb, voilà, c'est quelqu'un, voilà. Je vais dire, sans rentrer dans les détails. Rentrons dans les détails, on est là, on a le temps. Hein. Non, j'ai pas je vais avoir des problèmes déjà demain, m'en crée pas en plus. Mais je suis fan de 2 joueurs et content pour 2 joueurs, c'est Caleb Martin et Malik Monk. C'est tout. Pourquoi disons-le que ce sont 2 gars qui étaient honnêtes avec toi. Hein. Vraiment content pour eux. Je suis vraiment content pour eux. Ce qui mérite d'être lâché. 2 profils qui sont différents à part leur taille et leur poste. Ce qui est dingue, tu sais, c'est que pour moi, Caleb Martin, c'est le moins fort des deux jumeaux. Mais là, ce qu'il est en train de... Tu vois, enfin... Voilà, bon. Il y en a un qui est drafté et l'autre qui n'est pas drafté. Certes, c'était le 2e tour. Il y en a un qui a eu du temps de jeu avec les Hornets. C'était pas Caleb. Qui a montré des choses. Mais ce que fait Caleb Martin, là, très honnêtement... Alors, depuis qu'il est en NBA, il joue et il est bon. Mais ce qu'il est en train de faire... Et avec Aaron, on a cette discussion sur les futurs joueurs à 100 millions. On a parlé d'Austin Reeves. Caleb Martin est en train de montrer... quelque chose qui peut l'amener un jour à être titulaire de NBA, alors que bon, c'est là où la vie en NBA peut être complètement ouf, très surprenante et tout. Il est extraordinaire défensivement dans l'adresse, sur les lay-ups, il a une confiance en lui. Franchement, il me bluffe, moi. Moi, il me bluffe, et surtout, on parlait d'Aaron Gordon, qui est un joueur drafté, assez haut, ça et tout. Un autre physique aussi. Mais un autre physique, mais qui est arrivé dans un système aux Nuggets où il s'est trouvé sur le type de joueur qui devait être. Et aujourd'hui, on sait ce que ça donne. Pareil pour le 8. On va pas creuser avec Nico sur ce que les Hornets ont voulu en faire, même si, au bout d'un moment, tu peux pas faire jouer tout le monde non plus. Mais encore une fois, ce mec-là, non drafté, qui arrive dans un contexte au 8, qui au début a dû se faire sa place. Mais voilà, on sait que le Heat, c'est l'une des franchises. Si t'es pas en Cannes, si t'as pas, c'est la plus grosse prépa de toute la NBA, on peut le dire. Pat Riley, c'est un malade. Si t'es pas affûté là-dessus, t'es cut et au revoir. Hein. Tout à fait. Donc lui il est arrivé, je pense, et là-dessus, ce qu'il amène, ce qu'il fait, c'est rien de fou entre guillemets. Il met dedans.
il défend comme un chien, il drive, il court. Mais dans ce système-là, où après, tu as des Adebayo, des Butler qui s'occupent et des Laurie qui s'occupent de la création, il est dans un rôle. On ne dira jamais assez, les joueurs de rôle dans les équipes qui veulent jouer un titre, c'est primordial, c'est fondamental. Primordial. Et ce mec-là, il a compris ça. Il sait que ça sera pas un joueur... Pour l'instant, on verra, Ronan. Non, mais ils ont déjà 25 ans. Ça sera jamais un go-to-guy d'une franchise. D'accord. Mais par contre, il a compris son rôle. Après l'évolution des mecs, évidemment, à 25 ans. Mais voilà le message aussi. Tout le monde ne peut pas être le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Il faut des rôles. Et quand tu joues et les équipes qui jouent des titres, le plus dur, c'est pas trouver des stars, c'est trouver les rôles autour. Et quand tu les trouves, voilà ce que ça donne. Nicolas, une réaction à ce que vient de dire Erwan? Non, mais il a raison. Ils ont que, comme j'ai au début, ils ont que des morts de faim, ils ont que des chiens. Ce qu'ils ont fait, ils ont que des mecs, ils ont 7 mecs, surtout 4, qui, techniquement, ne devraient pas être là. C'est le principe du undrafted ou des mecs qui n'ont pas été choisis, quoi. Ça veut dire qu'ils ont une chance incroyable, on leur fait confiance pour gagner, et ça donne ça, quoi. Et quand ils sont soutenus par des Riley et des Spoelstra, qui les lancent et qui les font jouer, c'est gagné. C'est l'endroit de toute manière où tu peux le plus t'exprimer. Oui, Caleb Martin, les frères Martin ont 27 ans, pas 25. J'ai 25. Et je vois Andrew Albissi dans le chat. Ils ont fait 4 ans de fac, ouais. Ouais, 4 ans de fac et rentré par la petite porte dans la NBA. Je vois Andrew Albissi qui me dit role player life avec un petit mec qui lève la main, bien sûr, en équipe de France. Andrew connaît son rôle et c'est pour ça qu'il est multimédaillé. Bravo encore une fois pour... et multimillionnaire. Allez, c'est clair. Première nouvelle, Andrew. on te le souhaite en tout cas. En tout cas, on te le souhaite. Bon voilà, on a parlé de cette équipe de Miami qui va aller en finale, a priori, sachant qu'on est 3150 personnes en direct et que Polo m'envoie des points d'exclamation. Merci à tous, vous régalez, vous êtes les meilleurs. Je pense que c'est notre corps, mais en même temps, l'actu est folle et en plus, on a un capitaine de l'équipe de France avec nous. Donc encore heureux que vous êtes là au rendez-vous, j'ai envie de vous dire. Et c'est l'anniversaire de Tom Serafino. On y reviendra plus tard. Capitana va peut-être le perdre dans quelques heures, mais... Bon. Ça arrive à des gens bien. Nico, ça arrive à des gens bien de perdre le capitaine en équipe de France. Ouvrons donc la page Celtics, les gars. Ils sont menés 3-0. Ils sont en train de se désunir complètement. Ils ont tous parlé, Jaylen Brown en premier en conférence d'après-match, que c'était embarrassant. Et c'était embarrassant. Ils étaient à moins 30. Terrible. Normalement, ça n'arrive qu'aux Suns dans un 7e match à domicile. Ou en tout cas dans une élimination à domicile. Franchement, les gars, je sais pas par quoi commencer tellement il y a de choses à raconter sur les Celtics. C'est terrible. Et ils sont pas encore éliminés. On ne le sait jamais, même si c'est jamais arrivé dans l'histoire. Je sais pas s'ils se feront sweeper, mais je crois que l'essentiel est ailleurs avec les Celtics. Désorganisation, absence totale de hiérarchie, absence totale de leadership, refus. Je pense aussi de recevoir des consignes, cassure complète avec Joe Mazzulla au fur et à mesure. Juste un petit peu avant les playoffs, sur la deuxième partie de saison, on a commencé à sentir une usure. Avant de sentir une cassure depuis le début des playoffs, il y a eu des alertes. On sait que les Celtics ont un bilan négatif à domicile depuis le début des playoffs. Ça, c'est des alertes qui ne trompent pas. Voilà, aujourd'hui, cette belle équipe qui nous avait laissé une belle impression l'année dernière en perdant en finale de pas grand-chose finalement face à un Steph Curry des Warriors fantastique. Là, je trouve que tout part à volo, qu'il y a peut-être certains qui ont envie, mais qui ont envie pour eux, qui ont envie tout seul, qui ont envie de leur côté. Aujourd'hui, cette équipe-là, elle est complètement en train d'exploser. C'est pas anodin s'ils s'en sortent face aux Sixers qui eux ont raté leur rendez-vous. Je vais pas revenir dessus, mais avec des Jason Tatum qui met des 50, ils ont toujours vécu par des exploits individuels, des exploits d'adresse. Mais l'année dernière, on peut me dire ce qu'on veut et on va le redire, l'année dernière, les Celtics étaient une équipe solide, collectivement, défensivement, ensemble. Aujourd'hui, c'est Jason Tatum, faut qu'il mette 45-50 pour essayer de maintenir cette équipe en vie. Et encore, je te parle même pas pour aller au bout. Je pense qu'il y a un gros problème avec Jaylen Brown. Je pense qu'il vit ces dernières. Je vois pas comment il peut rester parce que c'est un joueur dans l'attitude qui a toujours été irréprochable dans le discours, défensivement, qui a toujours été un défenseur d'élite. Aujourd'hui, je retrouve pas cette envie-là. Donc, pour moi, il y a une cassure incroyable. Marcus Smart, son leadership, j'ai l'impression qu'on ne le veut plus, qu'on ne le reconnaît plus, en tout cas qu'on le met plus en condition pour ça. Et puis t'as un mec sur le banc qui finalement, tu avais raison Thomas, il y a 8 mois de ça, le costume est bien trop grand pour ce garçon-là. Il est complètement perdu, dépassé, outcoaché. Voilà, ils vont dans le mur, plein fer, ils y sont pas encore, mais c'est trop tard pour freiner. Tu vas cartonner gros. Hein. Nico, les motifs de cet échec, c'est pas encore le cas, bien sûr, je reste positif. Pas fini, ouais. On sait jamais, mais bon, là quand même, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe à Boston.
bah, ils leur sont rentrés dans la gueule et puis ils sont restés appuyés, quoi. Ils sont au sol, ils ont le pied sur la gorge, ils bougeront pas, quoi. Et c'est là où ils sont très forts, Miami, parce que faut dur de se trouver là-dedans. Ils sont rentrés dans leur tête, même au niveau du trash talking, du physique. Ils dominent chaque compartiment du jeu pour l'instant, quoi. Tactiquement, tout, quoi. Tout, là, tout. Enfin, je suis un peu surpris quand même. Je pensais pas que ça allait être autant. Parce que je pensais quand même que les Celtics étaient parés pour aller faire quelque chose de grand quand même, mais c'est vraiment, mais c'est difficile à expliquer en fait ce qui se passe. Moi, je te rejoins complètement. Plein de raisons. Hein. Ouais, mais je te rejoins complètement, Nico. Moi, je suis un peu sur le cul parce que je pensais mine de rien que de revenir d'un 3-2 face à cette équipe de Philly leur permettrait de retrouver le feu sacré, pas celui de l'année dernière, qui est très différent de celui de cette année, mais je pensais qu'ils allaient se retrouver. Non plus autour de leur coach, mais au moins avec ce corps de joueurs dont on parlait tout à l'heure, qui a de l'expérience, avec des hommes qui connaissent le chemin des finales, avec un groupe qui se connaît par cœur, qui s'est renforcé depuis par rapport à l'année dernière. Moi, je n'explique pas comment sur le papier, un groupe c'est une meilleure équipe l'année dernière. Alors il y a des blessures, on pourrait dire Robert Williams, machin et tout, mais c'est une meilleure équipe. T'as raison, Erwan. Moi, je n'explique pas comment cette équipe se désunit, et ça ne ressemble pas du tout à cette franchise des Celtics. Il y a des franchises qui ont une culture de la gagne. On en parle avec les Lakers, bien sûr. On en parle avec celle du Heat, hein, bien sûr. Mais les Celtics font partie de ce très haut du tableau où quand tu joues avec le maillot vert des Celtics, il se passe quelque chose, il y a le poids de l'histoire. En plus, c'est l'année de Bill Russell. Il y a beaucoup d'histoires qu'on aurait pu raconter pour se retrouver. Ils se sont fait complètement démolis par les égos, peut-être. Un plan de jeu qui ne leur va pas, un coach qui n'arrive pas à sortir le meilleur de chacun d'eux individuellement. Il y a 1500 excuses. Le constat, c'est qu'ils sont menés 3-0 et qu'ils sont en finale de conf. Normalement, tu devrais dire, c'est quand même, encore une fois, le dernier carré pour cette équipe, bientôt champion et tout. Non, ils font un pas en arrière pour une équipe qui est à maturité, voire qui pourrait être en fin de cycle. Et ça, je trouve ça terrible. Le désaveu, il est catastrophique pour cette équipe. Bah oui, ils battent qui au premier tour? Atlanta. Atlanta. Et puis, puis pas facilement non plus, quoi. Non. Ils n'ont pas passé un tour facile. Ils n'ont jamais réussi, en fait, Tu vois, on parle de l'expression collective depuis tout à l'heure pour les Nuggets, qu'on va retrouver en finale. On parle d'expression collective pour le Heat, qu'on va retrouver en finale. C'est deux joueurs qui ont une alchimie, une star, une hiérarchie. Malheureusement, les Celtics, cette année, en tout cas, n'ont rien de tout ça. Ni alchimie, ni défense, ni on assume notre statut, et surtout, pas de hiérarchie, parce qu'il n'y en a plus du tout. Le dernier match là, des deux Rostas. On peut ouvrir, si vous voulez, le débat sur Jason Tatum. Moi, jamais de la vie, je vais l'enterrer. C'est un bête de joueur, extraordinaire. Chacun fait son chemin pour arriver au top niveau, pour être MVP, pour être champion, etc. Sauf qu'en ce moment, il nous déçoit une nouvelle fois, comme LeBron a déçu avant d'être champion. Voilà, et tant que tu n'as pas accédé à ce truc, on dira toujours quelque chose sur toi, et pour l'instant, il n'arrive pas à amener ces gars avec lui. Voilà, il n'est pas le leader de ce groupe. Ça, je n'ai aucun doute, ce n'est pas le leader. L'évolution d'un Devin Booker dans le leadership, par exemple, je la retrouve pas encore chez Tatum. L'année dernière, il était très fort individuellement. Il fait un run jusqu'au final, où il a du mal après en finale, mais c'était un truc collectif. Derrière, il y avait des Smart, des Jalen Brown qui prenaient ce rôle à cœur. Là, ils le font moins, voire plus du tout. Et lui, derrière, il y a lui et son talent. Mais son talent, quand il prend des mecs sur le rable et qu'au bout d'un moment, pendant 48 minutes, il doit dribbler, step back, mettre des grandes filoches à 3 points, tout Jason Tatum qu'il est et tout scoreur incroyable qu'il est, ça ne suffit plus. Après, on parle de planètes alignées. Les planètes, elles s'alignent pas. Je l'ai déjà dit, en claquant des doigts. C'est trop compliqué. Ce que leur propose Mazzulla, il faut que ça vienne aussi du banc. Et là, Tonton, il s'est complètement trompé. Il a voulu transformer cette équipe en une équipe d'attaque. On est en 2023. Moi, je vois, il y a pas de pick and roll. Il y a quasiment zéro pick and roll. Ils ont l'utilisation l'année dernière de Robert Williams, l'utilisation de Robert Williams cette année. C'est pas possible. Il peut pas avoir été assistant l'année dernière du Doka. Alors, je veux bien qu'il ait une philosophie différente, mais tu peux pas utiliser Robert Williams comme ça. Il y a zéro. Puis en face, à Adebayo, ils font pick central. Ils vont le chercher en haut. Il met des alley-oops de mammouth. Et derrière, pas une fois. Et chaque fois qu'ils l'ont fait dans le playoff, ça marche plutôt bien. Le pick and roll central avec Robert Williams, tu sais que c'est 8,
10 points par match au moins, et ils s'en servent pas. Tout est du drive, plus ou moins ghetto, et puis derrière, on tombe sur du 1 contre 1, on force, peut-être la première, Jaylen Brown, il force comme je l'ai jamais vu faire. Il se passe plus rien dans cette équipe-là. Il se passe plus rien. Et même défensivement, ils n'arrivent pas à se retrouver. Quand Duncan Robinson, il met 2 drives, un layup, un autre drive, et il fait drive and kick. Duncan Robinson qui prend Derek White sur un premier pas. En fait, moi, je vais envoyer mon CV aux Celtics, hein, parce que je peux jouer, je te le dis direct. Hein. Derek White, on rappelle, la deuxième meilleure équipe défensive de l'année. Hein. Donc voilà, on rappelle. Donc si ça, c'est pas des mecs qui ont déconnecté dans la tête. Oui, là, on est. Et on va ouvrir le débat tactique parce que je pense qu'ils se sont fait out-coacher complètement et qu'ils sont trouvés sur le game plan, mais ça fait depuis quelque temps que ça dure. Mais c'est vrai que là, le problème, il est mental, quoi. Ils sont dessoudés, en fait. Ça y est, ils sont chacun dans leur côté. C'est psychologique. T'as une équipe qui est unique, qui a un but, qui a envie de les détruire. Ils veulent les détruire. Ils ont du sang ils ont du sang partout. Ils ont les yeux en sang, Miami, quoi. Ils sont là pour les bouffer totalement, quoi. Parce que dans le niveau de talent, c'est sûr que Boston est plus fort sur le papier. Attends, le truc, c'est que c'est 97% de chance de victoire au début de ce. Oui, c'est ça. C'est énorme. C'est un truc comme ça. Mais ils ont du sang dans les yeux, tu vois. Ils veulent leur arracher le cœur. Oui, mais eux, ils ont l'attitude normale. Mais enfin, Boston, pour le côté historique, pour ce qu'ils ont fait l'année dernière, me dis pas qu'ils peuvent pas aussi répondre. Ils ont les atouts, en tout cas de base, pour répondre, clairement. On peut parler tactique. Hein. Pour moi, le match, il le perd. Pour moi, il est tactique. Je vais vous dire un truc, c'est que une série, mine de rien, elle se perd match par match. Tu vois, bien sûr que nous, une fois que c'est fini, là, on regarde les 3 matchs. Et surtout le 3e, où il y a une impression de domination terrible. Mais ils se sont tellement trompés tactiquement dès le début de la série qu'ils n'ont jamais pu mettre leurs meilleurs atouts dans les meilleures conditions pour performer. Et les meilleurs atouts, c'est Tatum Brown. Donc il y a un problème mental, ok, ou de cohésion. Mais tactiquement, ils ont chacun joué leur 1 contre 1 de leur côté parce que on les a pas mis dans les meilleures dispositions possibles. On a no cesse de le dire, mais Tatum aujourd'hui est un joueur tellement complet, il doit poser des pics et s'ouvrir sur les ouvertures, pas forcément pour le J-roll. Il est capable de soit attraper jouer le fameux Aaron dont on parle tout le temps, qui est indéfendable en fait pour les défenses parce qu'il y a du mouvement, parce que les gens jouent les uns pour les autres. Mais encore une fois, il faut mettre des choses en place. Et Joe Mazzulla n'a pas réussi à mettre les choses qui vont faire adhérer le groupe d'abord. Alors déjà. Ça, t'as raison, parce que pour revenir sur les pick and roll et tout, j'aimerais qu'il alterne. Murray pose Nicolas dit dans notre vidéo, Murray pose des pick à Jokic pour amener de l'alternance dans les choses. La défense, voilà. Tatum, il veut pas à un moment donné arrêter de porter la balle et essayer peut-être qu'on lui mette un pick. Alors peut-être qu'on doit lui amener aussi des choses. Moi, je crois que Jason Tatum doit changer sa manière de faire. L'année dernière, on va certainement m'insulter quand je dis ça parce qu'on va dire oh mais non, il est mignon. Mais je pense qu'un mec qui toute l'année trimballe son gamin dans les vestiaires. J'ai des mecs qui gagnent avec ça, on s'en fout. Toute l'année, qui viennent une fois en conférence de presse, c'est rigolo, on adore ça. Maintenant, toute l'année, le petit, il est là dans les vestiaires d'investir. Si à un moment, t'as envie de t'expliquer, si à un moment, t'as envie de dire des choses et qu'il y a un minot de 4 ans, je sais pas. Bah, tu te démontes lui aussi. Mais non, pas du tout, le petit bichette. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que, est-ce qu'à un moment donné, quand ça va mal dans une équipe, est-ce que quand il y a un gamin de 4 ans qui reste dans les vestiaires, est-ce que c'est la place d'un petit et est-ce que ça laisse place aussi à des explications? Alors, j'imagine qu'il est pas là tout le temps. Mais en tout cas, moi, c'est des signes où je me dis, il est peut-être dans un confort, tonton, où il pense qu'il est imagine, tout le monde fait pareil. C'est ça que je suis en train de te dire. Alors oui, il y a des hiérarchies chez les stars. Moi, ça m'a toujours un petit peu interloqué. Je vais pas dire choqué, bien évidemment, parce que les petits sont trop rigolos. Mais ça m'a toujours un petit peu... Personne ne tape sur les petits, là. Hein. Évidemment que non. Moi, je te parle sur le rapport qu'a Jason Tatum. Alors, je sais pas, Nico... Attends, Nico, vas-y. Est-ce que tu as déjà eu un coéquipier qui a amené ses enfants ou son fils ou que sais-je tout le temps dans le vestiaire, toute la saison? Ça a déjà arrivé? Tout le temps, non. Moi, je le fais. D'accord. Merci, Non. Moi, je le fais. Non, moi, je le fais à domicile, après victoire, après le speech. Donc, tu es conscient. Tu es conscient. Voilà. Oui. Je le fais pas venir avant, quand on est à domicile et on a gagné, je le fais descendre avec moi, j'ai attendu ici 2 secondes, Tyler il parle, après machin, après il vient. Mais c'est différent. Mais je ne sais pas toute l'année, hein. Il a peut-être venu 7-8 fois, 10 fois max. Bon. Alors, est-ce que tu as déjà eu un coéquipier qui l'a fait? 3 mecs font ça. Genre, comme ce dont parlait Erwan, vraiment très souvent. Non, mais je sais pas s'il a tout le temps, on n'en sait rien, mais très souvent. Ouais. Genre, même dans des moments de défaite, par exemple, ou des moments où il y avait des choses à se dire. Dans le chat, jamais. Vous êtes extraordinaire. Non, ok. Non, mais jamais. Attention. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'image que ça renvoie,
Ça veut dire que c'est un mec qui vient peinard comme si tu viens en boulot. Mec, t'es joueur de basket. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, nous. Ce que je veux dire, c'est que t'es joueur de basket de très haut niveau, les attentes sont immenses. Que tu dois être champion NBA, c'est qu'à un moment donné, mets une bulle aussi. Et souvent, les mecs qui ont gagné des titres parlent de bulles. On s'est mis, et à tous les niveaux, parlent de bulles dans l'équipe et tout. Moi, quand tu, alors même après une victoire, quand tu sors les Celtics ou Atlanta avec le petit, il est encore là. Moi, en fait, déjà l'année dernière, je me suis dit, mais dans quelle bulle tu es qu'en fait. Bref, voilà. Après. Attends, parce que Yaga, il a dit du coup, après cette soirée, Nico virait l'équipe de France et Erwan virait le first team. Nico, on va monter un média. Tous les deux. Vas-y, on fait ça. Attends, attention. Bon, je le dis quand même, mais c'est évidemment pas l'enfant. Le problème, c'est plus le. Il y a quelqu'un qui dit, il a coupé Twitter. Et je voulais il a dit, au début des playoffs, pour le mode playoff, il a arrêté Twitter. Moi, je trouve que la bulle, au-delà de la vie de famille, qui est très importante pour l'équilibre, c'est surtout les réseaux sociaux. C'est comme ça que tu te reconcentres. Faut pas lire. Non mais voilà. Moi ce que je veux dire c'est qu'en fait en le voyant comme ça tout le temps mettre son gamin en avant et tout, je me dis dans quel état d'esprit, dans quel mode il est pour aller gagner un titre NBA. Draymond Green, les gens le disent dans le chat, il dit qu'il se coupe complètement de sa famille. Est-ce que l'année dernière, attends, moi t'as raison Erwan, mais tu dis ça comme si c'était un gars qu'on découvrait l'année dernière, son fils était autant là que cette année, et ça posait aucun problème. Je veux dire, moi j'ai du mal à aller dire on peut taper sur lui et tout, non, mais pour moi le coach il est évident. Et je sais qu'il y a plusieurs avis sur les coachs. Non, mais il y a plus sur l'impact des coachs. Moi, je fais partie de la frange qui dit que les coachs changent tout. J'ai vu trop d'effectifs être très bons avec un coach, très mauvais avec un autre. Mais bien sûr. Quel que soit le sens. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup de craintes au-delà de la valeur intrinsèque de Joe Mazzulla, qui peut-être deviendra un bon coach. On verra ce qui se passe avec les Celtics ou autres plus tard dans certaines années. Mais moi, j'avais du mal à croire qu'une équipe qui soit aussi concentré, impliqué avec un coach, puisse réitérer l'exploit avec un deuxième coach rookie. C'était ma grande crainte. Bon, ça s'est avéré être... j'avais raison, tant mieux pour moi. Mais il n'empêche que le coach change tout. Le discours, la manière de le dire, ce que tu vas mettre en place, etc. Moi, je crois qu'ils perdent la bataille tactique et qu'à cause de ce nouveau coach, c'est terrible, à cause de Mazzulla, eh bien, l'équipe s'est délitée. C'est ça le truc. Okay, alors moi, je parlais... Au-delà de Tatum, là. Je parlais du leadership aussi de Tatum et de ça qui, moi, m'interrogeait, en tout cas, Bref, passons à autre chose. Tu veux parler de la tactique de Mazzulla? Faut qu'on parle d'un truc, hein. C'est les adaptations sur l'attaque de zone. La fameuse attaque de zone qui leur avait déjà cassé les couilles dans la bulle. Moi, l'attaque de zone et les ajustements... Là, pour coup, c'est un truc de coach, hein. L'attaque de zone, on peut dire ce qu'on veut, la NBA, blabla. L'attaque de zone, à un moment, tu fais la vidéo, c'est un truc de coach. Tu peux l'attaquer par le poste haut, mettre la balle short corner et tout. Sur l'attaque de zone, ils ont été minables. Et pourtant, on a vu le Final Four de l'Olympiakos avec Isaiah Canaan qui avait un super système pour mettre des filoches. Et mec, 3 matchs et t'as toujours pas réussi à t'adapter sur une défense de zone. Je veux bien que la match-up du Miami, elle soit un peu bâtarde, elle soit chiante parce que tout le monde peut défendre sur tout le monde, ça bouge. Mais merde, une attaque de zone, au bout d'un moment, avec les joueurs que t'as, tu t'y adaptes. Mais surtout en play-off, Nico, on le dit tout le temps, tu t'adaptes match par match. On sait que les entraînements, c'est pas les plus vénères en NBA, mais n'empêche que là, on parle de tactique. On peut croire que les Celtics n'aient rien mis en place tactiquement, là, sur la zone? C'est pas qu'ils ont rien mis en place, c'est que t'as... Comment dire ça sans me faire cracher dessus? Tu vois, là où Denver et Miami sont forts, c'est que quand ça chauffe, ils ont 2-3 systèmes ou 2-3 mouvements sur lesquels se rassurer. Et on sait, viens, on fait ça. Et on va le faire 6 fois de suite, on sait qu'on va trouver quelque chose. C'est le pick and roll Murray-Jokic. Miami, c'est donner la balle à Jimmy et les mouvements autour sont faits. Et j'ai pas l'impression qu'il y a ça à Boston, par exemple. Quand ça chauffe, est-ce que vous avez le play qui fait que, voilà, le go-to play, j'ai pas l'impression qu'ils en ont, en fait. Alors, est-ce que c'est pas forcément de la faute du coach ou des joueurs? Est-ce que ça t'a mis en place au début de saison parce qu'il y a eu l'histoire Udoka et pendant le training camp et c'est des trucs que tu mets en tout début de saison? Après, ils se reposaient pas sur le talent, mais c'est là où Miami est très fort. C'est que Denver aussi, c'est qu'ils ont ces plays que Miami a, que Denver a, mais que j'ai pas l'impression que Boston ait, en fait. Ça, c'est clair. Moi, je suis d'accord. Tiens, Jason. Marcus, tu veux le faire, fais-le. Moi, j'ai envie de te dire qu'ils jouent par des formes de jeu et pas par des plays stricts. On sait que la NBA, c'est un enchaînement de décisions prises individuellement, donc beaucoup de formes de jeu. Mais on sait aussi que, par exemple, sortie de temps mort, on fait ça.
Si la défense adapte, t'as toujours une adaptation d'attaque. Mais en tout cas, on fait ça. Et là, je te rejoins complètement. Il n'y a rien qu'on retrouve dans cette série côté Celtics qui se ressemble match par match. Il y a plein de trucs qui marchent. Et puis il y a plein de trucs qui marchent pas. Mais c'est surtout sur les fins de match. Et il y a plein de balles. Mais c'était déjà le cas contre les Sixers. Mais là, pour le coup, c'est mis en... Là, c'est vraiment mis... mais c'était déjà le cas contre les Sixers. On n'est pas là en train de se dire, ils ont roulé sur Atlanta, ils ont roulé sur les Sixers. C'est une équipe d'attaque. C'est une équipe qui a progressé en attaque. En tout cas, sur le papier, cette saison. C'est fou. Ouais, mais tu progresses avec des joueurs. Ils ont le talent. Tu progresses avec des joueurs. Ils ont progressé en attaque, c'est un peu point. Ils ont progressé. Mais le problème, c'est que dans les grands moments, ils n'ont plus rien. Là où ils avaient beaucoup de choses intéressantes à proposer l'année dernière. Il y a un mec quand même qui est aussi... Il est 39, c'est incroyable, on se régale. Il y a un mec quand même, c'est Brad Stevens, dans son bureau là-haut. Hein, mais il est président, il n'est pas coach. Ouais, d'accord, mais bon, au bout d'un moment, il a mis quand même des mecs en place et tout, et j'ai l'impression que le malaise, je te dis, pour moi, quand je le vois en conférence de presse, quand on commence à entendre un peu des choses, le malaise des Celtics, il date pas du début des playoffs. C'est un truc qui ressort... c'est un truc qui ressort, je pense que le choix de base, il était risqué. Est-ce que quand tu fais une finale et qu'il arrive ce qu'ils n'ont pas choisi avec Emi Udoka et que tu choisis le choix qu'il a fait, c'est quand même... Est-ce que tu prends un risque comme ça? Il a... J'ai vu un gars dans le commentaire, je te coupe Erwan, il a dit... Bon, quand t'es mené 3-0, c'est là que tu te rends compte qu'un mec qui trompe sa meuf, c'est pas si grave. C'est une blague, bien sûr, mais un mec qui l'a mis, c'était incroyable. Non, mais voilà, parfois on dit tout pour les sportifs et tout ça, mais je pense que côté Celtics, il y en a qui doivent se poser la question. Je suis pas fan des Celtics, je peux pas savoir. Bon, les gars, je vous pose la question quand même, les gars. Hein, il y a 3-0. Est-ce que les Celtics peuvent le faire? Nico, est-ce qu'on imagine le faire? Nico, tu me dis, et après on mettra les cotes, pardon. Ça me paraît compliqué quand même. Okay. Il est compliqué. Si tu m'avais dit ils reviennent 4-3 et que ça se passait, bravo. Hein. Ça va être compliqué. Ok. Tom, tu peux nous mettre, s'il te plaît, les cotes là, de ce match-là pour voir sur le match 4. Est-ce qu'ils sont capables, hein, parce que différemment des Lakers, les Lakers reçoivent, là où Miami peut faire le sweep à la maison. Et ça a un énorme impact, hein, bien sûr, sur les équipes. Le score, 3-0. La manière, catastrophique. Les interviews d'après-match. De Joe Mazzulla, de Jaylen Brown qui parle de gênance, de honte, hein, limite. Oh, l'embarrassement aussi. Ouais, voilà. Donc, ça veut dire ça à peu près. Hein. Ah, complètement. Donc non, j'y crois pas une seconde. Je pense que cette équipe est au bord de l'implosion. Le seul truc qu'ils attendent, c'est de perdre un dernier match. Et puis il y aura du boulot cet été. Voilà. Après, on sait que les Celtics ne meurent jamais. Et tant mieux parce que c'est une franchise exceptionnelle. Et ce run l'année dernière voilà, historiquement, c'est quelque chose de fantastique, les Celtics. Je pensais pas qu'en un an, il allait se passer autant de choses dans ce sens-là pour cette équipe-là, qui est malgré tout, encore une fois, en finale de conf. C'est pas rien. Mais là, je crois que toutes les discussions qu'on avait et qu'on pensait avoir conclues l'été dernier autour de Jaylen Brown et Jason Tatum, là, on est complètement à l'opposé. Et je crois que là, pour le coup, on va vraiment pouvoir clôturer la discussion autour de ces deux-là. Ok, Erwan, 1,84 ce soir pour le Heat, 2 pour les Celtics. Tu mets Heat sweep? Complètement. Ok, Heat sweep pour moi aussi, donc si vous voulez aller mettre de l'argent pour demain soir. Pas mal la cote du Heat, hein. Bah ouais, en même temps, ça reste indécis. Hein. Franchement, l'orgueil des bonnes équipes, c'est comme les Lakers, là, ils vont bien faire gagner un match dans la série. Ils sont à domicile. Hein. Je sais pas. Voilà. Bon, écoute, on en parlera dans le first, c'est chaud. Oui, Nico, vas-y. Ouais. Non, ils sont à l'extérieur, là, contrairement aux Lakers, ça. Faut aller chercher à Miami maintenant. Exactement. Là. Bien sûr, non, mais on est d'accord. Est-ce que le relâchement inconscient peut s'exercer dans ce match? On verra. Mazzulla et Gad Mozzarella. Voilà, bravo, on peut finir là-dessus. Joe Mozzarella, on y est. Hein. Les gars, j'ai l'impression qu'on est bien 23h45 et on va pouvoir clôturer cette belle vidéo autour du Heat et des Celtics. On en parle dans le first show. Je regardais un truc là sur les Celtics, enfin si c'est un problème ou pas, ils sont tous sous contrat l'année prochaine. Tout à fait. C'est une très bonne gestion. Grant Williams et Blake Griffin. Voilà, sauf Grant Williams, ouais. Ouais, Grant Williams qui va partir, mais ils peuvent matcher tout. Hein. C'est ça qui est fou. Ils peuvent matcher. Oui, mais je pense que tous contrats. Ils lui ont fait comprendre qu'ils n'allaient pas le garder. Hein, d'ailleurs, on n'explique pas pourquoi Grant Williams a autant joué dans cette série. Et c'est l'un des meilleurs, c'est le plus digne. Hein. Il est digne. Bon, après, il a fait des trucs qu'il n'aurait pas dû faire, comme chauffer Jimmy. Jimmy B, on le chauffe pas. Tu préfères le chauffer ou te laisser lui mettre les couilles sur le front? Jimmy, il le regardait même pas. Il a fait les deux. Il a fait les deux. Bon, allez, si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire comme d'hab, ça se passe aussi en podcast pour vous, parce qu'on vous aime, on les a mis en podcast. Voilà pour cette série de la conférence Est. Allez, on se fait un petit kiff, on va parler de Euroleague un tout petit peu quand même.